Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h d'Évasion Guinée. Tout de suite, le sommaire de cette édition d'information. Vers la formation d'une nouvelle alliance politique au sein de l'opposition, c'est l'option envisagée par le Club des Républicains. Les leaders de cette entité politique l'ont fait savoir ce vendredi lors d'une conférence de presse. Les échos, c'est dans cette édition. L'autopsie du sport guinéen, c'est l'exercice auquel se sont livrés ce vendredi des spécialistes du domaine. La démarche devrait faciliter la mise en place de véritables stratégies pour la relance de toutes les disciplines sportives. Et puis, les paysans du Fouta Djallon confrontés notamment à d'énormes difficultés de conservation et de commercialisation de la pomme de terre, une denrée dont la production semble avoir considérablement baissé dans cette contrée du pays. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition que nous démarrons par le chapitre politique. Se dirige-t-on vers l'émergence d'une nouvelle force politique au sein de l'opposition, dominée par le collectif et l'ADP? Rien n'est moins sûr. En tout cas, le CDR, Club des Républicains, regroupant des partis se réclamant du centre, réfléchit sérieusement à cette option qui pourrait donner naissance à l'alliance collectif ADP-CDR. L'annonce en a été faite ce matin à la faveur d'une conférence de presse qui s'est tenue au siège de l'UPG à Giratoba. La restructuration de la CENI et l'élection de ses membres a donné un plus au paysage politique selon le Club des Républicains. Et pour participer positivement au processus de transition, le CDR entend travailler avec l'opposition dite radicale. Nous travaillerons avec l'ADP et le collectif pour qu'ensemble, nous avons un sujet commun qui est celui d'assurer la transparence dans les élections qui viennent. C'est une décision de principe. Il appartient à chaque parti composant le CDR de consulter ces structures pour confirmer cette décision de principe des présidents que nous sommes. La nouvelle alliance sur le paysage politique pourrait s'appeler demain collectif ADP-CDR. S'agissant de la CENI, le Club des Républicains attend d'elle transparence et consensus. Comme les autres partis politiques, il émet aussi des réserves concernant l'opérateur de saisie Waymark. Les crises dans certaines villes de l'intérieur du pays ont aussi été passées en revue, notamment celle de Guéguédou due à 3 faits selon Jean-Marie Doré, des crises que le CDR impute aux responsables administratifs. Ces problèmes-là sont liés au comportement du personnel de commandement. Le gars qui était là, en chômage ou en demi-chômage, qui devient tout puissant préfet, il veillera scrupuleusement à ne pas retourner à sa situation antérieure. Alors les préfets se sont transformés en agents électoraux. À cela est venu s'agréger un autre fait. Chaque janvier, la population va fêter le nouvel an sur les bords du fleuve Makona. Le préfet, contre toute attente, fait un communiqué pour dire que à l'avenir, la manifestation du 1er janvier se fera sous l'égide de Yompilo. Yompilo était un mouvement de soutien au gouvernement, plutôt au professeur Alpha Condé et au RPG, et que quiconque n'aura pas une carte éditée par Yompilo ne pourra pas se rendre au bord du fleuve pour participer à la fête. Pendant que se déroule cette situation, que l'administration va nommer un autre imam pour remplacer celui qui a été désigné par la communauté des musulmans qui prient dans cette mosquée. Une attitude des élus locaux, mais aussi des forces de l'ordre qui indigne Jean-Marie Doré. Qu'est-ce que l'administration a fait? Ils sont allés chercher des militaires à Guéguédou et à Farana pour venir mater cette légitime revendication des populations. Je ne suis pas d'accord. Si les préfets sans mandat ou avec mandat, ce qui serait plus grave, viennent contraindre les gens à renoncer à leurs droits, vous comprenez qu'ils ne travaillent pas en définitive pour le président de la République. Le Club des Républicains invite l'administration à changer afin de ne pas mettre en péril les acquis démocratiques.
Et oui, le club des Républicains qui semble de plus en plus se rapprocher de l'opposition dominée, faut-il le rappeler, par l'ADP et le collectif. Dans le même registre, la nouvelle date proposée par le président de la CENI pour la tenue des législatives semble susciter les suspicions d'une partie de la classe politique guinéenne. En outre, certains commissaires disent n'avoir pas été associés à cette prise de décision, mais pour Bakary Fofana, la date du 12 mai 2013 a été le fruit d'un consensus entre tous les membres de la CENI. Fanta Conté, décryptage. Depuis bientôt 2 ans, les Guinéens attendent impatiemment l'organisation des élections législatives. Et pour mettre fin à cette attente lancinante, le président de la CENI a annoncé mardi dernier la date du 12 mai pour la tenue du scrutin. Une date à peine annoncée que des voix s'élèvent pour qualifier la déclaration de Bakary Fofana de décision unilatérale. Certains partis politiques accusent le président de la CENI d'avoir pris cette décision sans consulter les autres commissaires. Une accusation que rejette ce dernier qui affirme avoir travaillé en parfaite collaboration avec tout le monde. Je viens d'une pratique de la société civile. La pratique essentielle, c'est la participation, c'est la transparence. Dès ma prise de fonction, ce sont des axes sur lesquels j'ai eu justement à mobiliser mes autres partenaires et voilà ma méthode de travail. Tout sera transparent, tout sera aussi participatif. Le chronogramme qui a été élaboré a suivi un processus. Pour organiser des élections législatives justes, crédibles et acceptées de tous, certains préalables sont nécessaires, notamment le choix de l'opérateur et la révision du fichier électoral, rétorque des leaders politiques. À cette question, Bakary Fofana répond. Vous ne pouvez pas organiser les élections si vous n'avez pas un chronogramme. Parce que dire organiser les élections, il faut avoir une date, il faut avoir une échéance. Donc à partir de là, nous avons l'obligation de construire notre chronogramme. Et c'est ce chronogramme qui nous a amené. Le chronogramme, c'est une liste d'activités qu'on structure dans le temps. À partir de là, nous avons obtenu cette date qui correspond au 12 mai prochain. La deuxième raison aussi, c'est que la CENI, toute la population guinéenne fait confiance aujourd'hui à la CENI. On attend que la CENI soit en quelque sorte le vecteur permettant aux citoyens guinéens de pouvoir espérer, de pouvoir se planifier, de pouvoir se projeter sur 2013, 2014, 2015, etc. Le troisième élément qui est quand même très important pour nous, c'est que l'organisation des élections est un facteur justement d'apaisement au niveau national. Si la société civile, le collectif et l'ADP sont sceptiques quant au respect de cette date, le président de la CENI lui reste optimiste et promet que son institution va relever le défi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous ayons un processus électoral fiable, mais ça je vous le garantis, en tout cas la commission électorale qui est là, avec mon engagement, nous allons avoir les élections, l'une des élections les plus transparentes. Ça j'ai lancé le défi, je l'ai dit à qui veut l'entendre, à toutes les y compris au chef de l'État, y compris à tous les autres acteurs. Je dis mon objectif ici, c'est d'organiser l'une des meilleures élections organisées en Guinée et peut-être même dans la sous-région. C'est un défi qu'on s'impose. Donc pour le reste, les gens seront libres d'apprécier. Il reste à savoir si cette date à polémique sera promulguée par le chef de l'État. Bakary Fofana, nouveau président de la CENI, qui s'exprimait dans une interview dont vous pourrez suivre en exclusivité sur notre chaîne l'intégralité juste après cette édition d'information. Sur un tout autre plan, la formation de 23 stagiaires sapeurs-pompiers s'est achevée ce vendredi au service d'incendie de Matoto. C'est une initiative du département de la protection civile en collaboration avec le service de coopération technique internationale de police de France. La fin de cette formation a été sanctionnée par une cérémonie de remise de diplôme ponctuée de quelques démonstrations techniques de sauvetage. Aboubacar Arafan Kamara y était. Voici son reportage. Ils sont au total 23 stagiaires sapeurs-pompiers venus des différents services des 5 communes de Conakry à bénéficier d'une formation. Cette formation débutée il y a juste quelques jours est le fruit d'une coopération entre le ministère de la Sécurité et la France. Elle consiste à outiller les stagiaires sapeurs-pompiers en technique de sauvetage des personnes en danger, notamment en extinction et incendie. Selon le directeur national de la protection civile, il est important de louer les efforts de la France quant à sa disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers guinéens. Il me semblait donc important de vous montrer concrètement et sur le terrain à quel stade les échanges et les transferts de compétences entre sapeurs-pompiers français et guinéens avaient porté le niveau de vos sapeurs-pompiers au cours de cette année.
pas moins de 6 missions se sont succédées en 2012 dans les domaines aussi variés que le secours à personne, le secours routier, la lutte contre les incendies, les techniques d'évacuation de victimes. Par ailleurs, les deux formateurs français qui ont pris tout leur temps pour donner leur savoir se disent aussi satisfaits de la détermination des stagiaires. Je tenais à exprimer toute ma satisfaction de pouvoir travailler avec les sapeurs-pompiers guinéens, en particulier la sécurité, la protection civile en général, parce que nous avons affaire à des gens qui sont parfaitement intéressés par leur mission. La première condition à remplir pour pouvoir faire ce métier, qui est entièrement dédié, tourné vers les autres, c'est-à-dire à sauver, à préserver des vies, c'est de la passion et l'intérêt pour ce métier. Et ça, je l'ai trouvé chez les sapeurs-pompiers guinéens, comme je l'ai trouvé en France, et même s'il y a quelques différences culturelles évidentes. Au cours de cette cérémonie, 12 stagiaires ont reçu des diplômes à l'issue d'un examen. Ensuite, il a été question de faire quelques démonstrations en technique de sauvetage des personnes se trouvant dans une maison incendiée. Après cette première étape, les stagiaires sont aussi passés à une autre technique de sauvetage d'une personne tombée dans un puits. Là, ils ont montré leur rapidité et se sont distingués avec brio devant leurs formateurs français. Ces stagiaires ayant reçu ces diplômes pourront à leur tour former d'autres stagiaires. Reportage signé Aboubakar Arafan Kamara. Autre fait marquant de l'actualité, la journée nationale des ONG, habituellement fêtée le 25 octobre de chaque année, a été fêtée ce 14 décembre en différé. C'était à l'occasion d'une cérémonie qui a eu lieu dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Cette 21e journée est placée sous le thème « Le rôle des ONG dans la mise en œuvre du plan quinquennal 2011-2015 ». Quelques personnalités de haut rang étaient de la partie. Aminata Diontungalo. Une journée simultanément organisée à Conakry et à l'intérieur du pays. La journée nationale des ONG est une opportunité pour la communauté des ONG et des mouvements associatifs de procéder à la présentation de leur bilan d'intervention. Elle offre aux ONG un cadre d'échange, d'expérience et de points de vue, mais aussi la possibilité de faire des plaidoyers à l'endroit des partenaires au développement et du gouvernement. Les ONG assistent et accompagnent l'État dans l'identification des besoins des populations, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi, évaluation des projets et programmes assurant le mieux-être des populations. C'est dans ce cadre qu'elles interviennent dans tous les secteurs sociaux de la vie nationale. Éducation, santé, agriculture, promotion de la bonne gouvernance, défense des droits humains, infrastructures, etc. Certains problèmes importants des ONG se posent au niveau de l'information, de la formation, du renforcement des rapports de collaboration et de partenariat, tandis que d'autres se manifestent au niveau des conceptions, des financements et de la mise en œuvre des projets. Les ONG constituent de nos jours des leviers importants pour impulser le développement local, selon le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Une raison pour lui de prendre un engagement au nom du gouvernement à encourager les projets des ONG. En observant concrètement les réalisations des ONG et du mouvement associatif sur le terrain, et cela dans tous les secteurs d'activité, nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour ce qui est du gouvernement, je voudrais ici rassurer toutes les ONG évoluant en Guinée de notre totale disponibilité et de notre soutien sans équivoque dans tout ce qu'elles auront à entreprendre pour le bien-être de nos populations. Présent à la cérémonie, le ministre du Plan a exhorté les ONG à plus d'efficacité sur le terrain, seul moyen selon lui d'encourager leur financement par les bailleurs de fonds. Venus de tous les bords, les ONG ont exposé leurs produits et pensent que la journée a été une réussite. Cette organisation aujourd'hui, vraiment, ça nous a émerveillés. Ça démontre que nous commençons à comprendre qu'il faut travailler en équipe. Nous pourrons développer notre pays. On a beaucoup de potentialités. Mais il suffit seulement qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. Je remercie les organisateurs. Je pense bien il faut continuer sur cette lancée. Moi, Sénégal, on a fait des moyens. Moi, c'est barré qu'elle a au moins fait. Soit fanamo au Sénégal, moi, village la Bella. Malo fanamo au Sénégal, moi, village la Bella. Ça finit, moi, ça finit la dame. La cérémonie a pris fin par la visite des stands par les officiels.
Autre facette de l'actualité, présenter l'indice de perception de la corruption en Guinée. Tel était ce vendredi le centre d'intérêt d'une conférence de presse animée par l'Association guinéenne de la transparence. Cette conférence a été l'occasion pour les membres de cette structure de revenir sur le récent rapport publié par l'ONG Transparency International. Et là, Joumar Bari, explication. La corruption est un phénomène qui se fait une place sur la planète Terre, même si le graphique baisse dans d'autres parties du monde. C'est justement pour évaluer ce niveau que Transparency International publie chaque année des rapports. Cette année, la Guinée a occupé la 42e place sur les 51 pays évalués de l'Afrique et la 54e sur 174 au plan international. S'il y a une légère avancée comparativement aux années antérieures, la vocation de la Guinée ne doit point être une telle place, selon le président de l'Association guinéenne de la transparence. Moi, je continue de dire que cette place n'est pas la nôtre. Je suis de ceux qui pensent que la vocation de la Guinée n'est pas d'être derrière, particulièrement n'est pas d'être parmi les derniers. Quand on prend les habitudes ou l'historique de notre pays, la fierté et la gloire que nous avons un pays qui a vocation d'être devant. Les sondages sont des instruments de mesure qui doivent situer le gouvernement guinéen. De ce fait, le gouvernement de changement doit prendre des dispositions adéquates pour le rejet systématique de la corruption dans le pays. La corruption au seul niveau du gouvernement, il n'est pas garanti que de sitôt nous nous affranchissions de ce phénomène, que de sitôt nous nous libérions de ce phénomène. Le gouvernement peut arrêter des mesures coercitives, des mesures contre l'impunité notamment, parce que l'impunité cultive la corruption. Le gouvernement peut, en somme, arrêter des mesures véritablement draconiennes contre la corruption. La corruption est un des phénomènes dont on parle le plus dans le monde. Ce fléau continue encore à faire des ravages. S'il revient au gouvernement, la décision d'éradiquer la corruption, elle est bien loin d'être seulement dans les lieux publics. 2 ans de gouvernance économique, nous avons des résultats. Mais il faut maintenir la pression, encore une fois, sur nos politiques pour que la Guinée, l'année prochaine, soit un pays de référence. Voilà l'objectif que la société civile va s'assigner. Et là, il ne faut pas laisser nos gouvernants dormir. Il faut maintenir cette pression. 10 points, c'est bon, mais on peut mieux faire. Une chose est sûre et certaine, la lutte contre la corruption est un processus participatif qui exige l'implication effective et la conscientisation de tous afin de venir à bout de ce fléau qui gangrène bien des sociétés. Autre conférence de presse, mais sur un tout autre plan. Je vous le disais en titre, le sport national à la croisée des chemins, toile de fond d'une conférence de presse qui s'est tenue ce vendredi à Conakry. Cette conférence a été animée par certains spécialistes du sport guinéen, comme Kerno Seydou Diakité, consultant sportif. La rencontre vise à interpeller les autorités sur la nécessité de la mise en place de véritables politiques nationales pour la relance de toutes les disciplines sportives. Compte rendu Mamadi Kamsoko. C'est un procès sur le sport guinéen qui s'est ouvert devant la presse ce vendredi. De quoi souffre le sport national? Selon ces spécialistes, la réponse n'est plus à chercher ailleurs. Il faut la mise en œuvre d'une politique gouvernementale. Plusieurs diagnostics auraient été faits dans le cadre de la relance des différentes disciplines sportives, mais sont restés lettres mortes. De la première conférence nationale de la jeunesse et des sports de 1990 à la journée nationale de concertation sur le sport de 2010, ces témoins clés demandent la réactualisation de ces différentes recommandations par l'actuel ministre des Sports. Je pense que le nouveau ministre des Sports, M. Bantamasso, il doit constituer rapidement un comité d'experts nationaux. Nous avons des personnes très qualifiées qui sont bien au courant des problèmes du sport guinéen. Actualiser tous les documents qui ont été produits depuis la conférence nationale de la jeunesse et des sports de 1990 jusqu'à maintenant. Le sport doit être pris dans son intégralité, comme étant une composante à développer sur le plan national. Et je pense que c'est sur cette question que le débat a porté. En déplorant toutefois les défaites que nous avons enregistrées plusieurs fois en matière de football. Ce n'est pas le football seulement.
Avec une vingtaine de fédérations sportives en majorité inexistantes, faute de financement, de manque d'infrastructures et de formation de cadres, une nécessité s'impose, celle d'une intervention de l'État. Sans les sports scolaires, nous ne trouverons absolument rien au sommet des pyramides, parce que la performance sportive dont il est question ne peut être dépistée que seulement dans les écoles, dans les lycées, collèges et universités. Sans financement, le sport ne peut pas se développer. Pour les infrastructures sportives, il faut un financement. Pour l'encadrement, il faut un financement. Pour toutes les activités qu'il faut, il faut un financement. Donc le financement, c'est un élément extrêmement important sans lequel le sport ne peut pas bouger. Le sport n'a pas que des avantages. Nous verrons que le sport peut être utilisé par le pouvoir politique, être instrumentalisé, comme on voit. Cette conférence de presse a été l'occasion pour ces spécialistes d'inviter les journalistes sportifs à se joindre au combat pour le bien du sport national guinéen. Et oui, le sport guinéen autopsié par des spécialistes du domaine. Je vous propose maintenant de prendre la direction de la préfecture de Bofa. Là-bas, la production du sel solaire a le vent en poupe, très fin et utilisé pour la consommation et le traitement de certaines maladies. Ce sel contribuerait également à la lutte contre la pauvreté dans cette localité. Les producteurs de cette substance ont même ingénieusement conçu des machines broyeuses pour accroître leurs revenus. C'est un reportage de Mfanli Gilavogui. La production du sel est l'une des activités les plus pratiquées ici à Bofa. Le sel produit dans cette localité est une nouvelle variété. Il est de couleur blanche et très fin. Certains l'appellent sel iodé ou sel solaire, d'autres en revanche l'appellent le sel de Guinée. Mais comment est-il obtenu? Elle consiste à aménager le site. Et sur ce site-là, on pose des bâches. Elles viennent récolter la quantité d'eau salée pour venir verser sur les bâches, avec l'effet du vent, du solaire qui conduisent à l'évaporation. Donc 2 à 3 jours, le sel est cristallisé, on obtient maintenant les cristaux de sel sur la bâche. La seconde méthode, le marais salant, ça aussi c'est un système de vase communicant. Là, les femmes ne prennent plus l'eau salée à partir du seau, mais il y a un système de vase communicant pour alimenter justement la surface de récolte en eau salée. Dans le but d'accroître leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de travail, les producteurs de sel ont aujourd'hui conçu une machine appelée le moulin. Son rôle est de broyer les cristaux pour obtenir le sel solaire. Une fois le sel dans cette trémie-là, elle est broyée à l'aide du groupe que vous voyez, le moteur à côté. Cette machine-là doit être tenue propre. Il faut rincer avec de l'eau pour éviter que la rouille s'installe. Comme le Guinéen n'est pas habitué au sel de gros cristaux, cette alternative-là vient accompagner les producteurs. Et aujourd'hui, tous les producteurs ont la capacité d'obtenir cette broyeuse-là. La production du sel iodé est très florissante ici à Bofa Centre. L'activité permet aux producteurs d'améliorer leurs conditions de vie et de maintenir l'équilibre social. Ce sel est aussi utilisé dans le traitement de certaines maladies comme le goitre. Les producteurs soucieux du développement rural se sont organisés en coopérative et la plus performante dans cette localité est Kogesi, coopérative de sel solaire de Siranka. Et se fait ça depuis en 2000. Ça nous donne le progrès. D'abord, ça nous permet de lutter contre la pauvreté et ça nous permet de construire les maisons pour nous, de préparer l'avenir de nos enfants. Les coopératives de sel de la préfecture de Bofa ont une ambition, celle d'approvisionner les marchés locaux en sel iodé et d'améliorer les techniques de production. Pour y arriver, elles demandent le soutien du gouvernement et d'autres partenaires. Restons toujours dans le pays profond et plus précisément au Fouta Djallon où la production de la pomme de terre semble avoir baissé considérablement. La faute selon les paysans à des difficultés de conservation et de commercialisation de cette denrée. Le manque d'engrais est également pointé du doigt. Selon la Fédération des paysans du Fouta Djallon, 30 000 tonnes de pommes de terre sont produites chaque année. Benoumar Silla est allé à la rencontre des paysans dans le Fouta profond. Voici son reportage.
La culture de la pomme de terre a été introduite en Guinée dans les années 1920. La région du Fouta est aujourd'hui la zone de prédilection de la pomme de terre à cause de ses conditions climatiques particulièrement favorables. Nous sommes à Popodara, à 17 km de Labé, où nous avons rencontré un vieux agriculteur de pommes de terre. Elhadji Ibrahima Sadio Diallo a été d'abord chauffeur puis commerçant avant de se lancer dans l'agriculture en 1976. Il nous conduit dans sa plantation située dans le village de Sagara, caché dans les cuvettes du massif du Fouta Zalon. Il nous fait visiter d'abord le barrage qui lui permet de faire les cultures, un barrage construit en période coloniale. Au barrage porte même au fond de Gaulle. Premier. Les travaux de ce barrage ont été lancés par les Blancs au temps de De Gaulle. Le feu président Ahmed Sékou Touré l'a achevé. Il a construit le temple des étudiants et a aménagé des terres où nous cultivons aujourd'hui. Toute la communauté protège bien ce barrage. Dans cette zone, les cultures de contre-saison, pommes de terre, tomates, oignons, carottes et choux sont développées. Sa plantation Bandi s'étend sur 4 hectares et produit toutes sortes de cultures vivrières. Il l'avait acheté à 17 Sili et aujourd'hui, il vit de ses productions. J'ai acheté ce terrain à 17 Sili. Ici, notre activité, c'est l'agriculture et elle nous rapporte beaucoup. Nos cérémonies de mariage, de baptême, elles nous aident. Elles éloignent la famine de nous et nous disons merci à Dieu. À Sagara, sur 45 hectares cultivables, les paysans n'ont pas pu aménager la moitié par faute de moyens et d'engrais. Les moyens qu'ils utilisent sont rudimentaires. Nous n'avons pas de moyens, pas de machines, ni financement. L'engrais que nous recevons est insuffisant. Nous rencontrons beaucoup d'obstacles. Des grillages pour protéger nos cultures allaient augmenter notre production. Dans la culture des choux, les paysans sont fatigués par des insectes nuisibles qui attaquent les choux. Rencontrés au marché hebdomadaire de Popodara, Djibaro, cultivatrice, nous explique comment elle cultive le chou. J'envoie d'abord les fumiers que je mets dans les petits trous aménagés. Puis je mets dans chaque trou une quantité de choux. Les insectes nous fatiguent beaucoup. Quand ils piquent un chou, on ne peut plus le consommer. La chambre préfectorale de l'agriculture parle du service de protection des végétaux qui doit s'occuper de la situation. Nous avons le service de la protection des végétaux. Lorsqu'il y a un cas de maladie, on a demandé aux paysans qu'ils viennent signaler au niveau de la direction, au niveau de la section. On met un agent ou des agents à leur disposition. Ils vont vérifier pour préciser quel est l'insecte nuisible ou quel est le mal qui est en train d'attaquer leur culture. Et une fois ce mal identifié, ils viennent vers nous, les produits sont là, on les fait accompagner par un technicien qui va traiter le champ. Si les années précédentes ont connu une surproduction de la pomme de terre, selon les spécialistes, cette année, la production a baissé. Elle est dominée par la riziculture dans la région du Fouta. Les producteurs sont confrontés aux difficultés de conservation et de commercialisation de la pomme de terre. Le circuit de commercialisation n'est pas à son top. Et les opérateurs économiques envoient la pomme de terre au moment de la production intense dans notre région, mais ça contrecarre. Il faut savoir que le paysan aussi est un économiste. Il a besoin d'un bénéfice, mais si sa production est bloquée ici, mais ça ne peut pas aller. C'est ça qui décolle. C'est pour ça, cette année, honnêtement, la production de la pomme de terre a baissé. Cette année, 750 tonnes de semences de base ont été importées par la Fédération des paysans du Fouta Zalon et 30 000 tonnes sont récoltées. Cette fédération, fondée en 1991 par une poignée de leaders paysans du Fouta, gère aujourd'hui 2 autres filières, celle de l'oignon et celle de la tomate. Elle souhaite la mécanisation de l'agriculture. Mécaniser l'agriculture pour diminuer les difficultés et les charges de production au niveau des paysans, des fermiers, pour suivre un peu l'exemple des autres pays qui ont réussi à nourrir leur population à travers l'agriculture.
La production de la pomme de terre s'étend aujourd'hui dans d'autres zones. Elle cherche désormais à s'imposer durablement sur les marchés locaux et faire face à l'importation à bas prix de la pomme de terre hollandaise. Sur le continent en Égypte, le pays s'apprête à valider ou non le projet de constitution, projet porté par Mohamed Morsi, le président contesté. Voyons maintenant dans quel climat les jours de veille du référendum se préparent. Référendum en 2 temps finalement, le 15 et le 22 décembre. Reportage. Il est midi dans cette mosquée du quartier Doki au centre du Caire. C'est le dernier prêche avant le référendum demain. Ultimes éclairages adressés aux fidèles pour bien voter, dire oui ou dire non à une constitution inspirée par les frères musulmans. Mais l'imam n'a qu'une consigne, se rendre aux urnes. Si tu as décidé de dire oui, dis-le, mais sache que ni le oui ne t'emmènera au paradis, ni le non ne t'emmènera en enfer. Prudence d'un prêche, car l'imam le sait, face à lui les fidèles sont divisés plus que jamais sur ce texte constitutionnel. Et ils le disent à la sortie de la prière. Après le recueillement, place aux joutes verbales. Moi je dis oui, oui à la stabilité, ça fait partie des meilleures constitutions au monde. Mais tout ce que tu dis c'est faux. Moi je suis un dentiste. Eh bien moi je suis prof de fac. Et la santé alors? Y a rien. Quoi? Mais tout ce que veut Barada et l'opposition, c'est avoir une Égypte laïque, un pays contre la religion. Dialogue de sourds autour d'un texte dont personne ne perçoit réellement la portée. On ne comprend rien. On ne sait pas comment cette constitution a été faite et pourquoi on n'arrive pas à un consensus. Résultat, plus qu'un référendum sur la constitution, c'est un vote pour ou contre le président Mohamed Morsi. Sur la place Tahrir, les opposants s'estiment piégés. Oui, cette constitution est une manœuvre. Ils veulent nous forcer à accepter une constitution rédigée en 24 heures, alors que c'est la pire dans l'histoire de l'Égypte. Il y a de grands risques de fraude. On a entendu parler de bulletins déjà détournés et pré-remplis. Ça profitera sûrement aux frères. À croire que peu importe l'issue du vote, c'est aux juges qu'ils vont demander de trancher en espérant une invalidité du scrutin. Et les juges lancent le bras de fer avec le pouvoir. À la veille du vote, c'est la grève qu'ils décident. C'est autour de cette table que la stratégie a été imaginée, ne pas superviser le référendum, un choix approuvé à près de 90%. Il y a entre 10 et 15% des juges qui ont accepté de superviser le scrutin. C'est totalement insuffisant pour le faire correctement comme le requiert la loi. Donc il aurait fallu reporter le scrutin. Mais le référendum est maintenu, il se déroulera en 2 temps. La moitié du pays votera demain, l'autre moitié dans 1 semaine, sans certitude de résultat entre les 2 tours. Ailleurs dans le monde, les dirigeants européens ont fait des choix assez tranchés au sommet de Bruxelles. L'Italien Silvio Berlusconi a pu le mesurer. Lui qui hésite encore sur son retour en politique s'est heurté à une fin de non-recevoir. Les leaders européens de droite comme de gauche n'en veulent pas. Ils lui préfèrent Mario Monti, son successeur. Explication. Ils veulent tous s'afficher avec Mario Monti. Depuis qu'il a annoncé sa future démission, le Premier ministre italien est encensé par tous les dirigeants européens, quel que soit leur parti. Il est un homme qui a permis à l'Italie de se redresser, qui a joué un rôle déterminant dans le sommet européen du mois de juin, qui fait que l'Italie aujourd'hui est considérée et respectée. Il faut dire qu'hier, qui est venu à Bruxelles? Silvio Berlusconi. Il a participé à la réunion du Parti populaire européen. Et qui le PPE avait invité? Mario Monti, alors qu'il n'appartient même pas à ce parti. Et qui le PPE a soutenu? Mario Monti. Le président du PPE a conclu la réunion en soulignant le grand soutien du parti au gouvernement italien. Et il a eu des mots très agréables à propos de mon rôle en tant que dirigeant de ce gouvernement. Une claque pour le Cavaliere qui n'en perd pas son légendaire sourire. On trouve un autre candidat comme l'actuel président du Conseil italien, M. Monti.
qui sera disponible et qui pourra mettre ensemble tous les modérés italiens. Je serai content de n'être pas candidat à mon âge vénérable. C'est clair, autour de la table, il serait content aussi que ce soit l'expert Monti qui reste. Et même si Silvio Berlusconi a fait marche arrière, certains redoutent qu'il ne change d'avis. Avec lui, ce qui est vrai un jour ne l'est pas forcément le lendemain. Et oui, un pas en avant, un pas en arrière, c'est un jeu que Silvio Berlusconi semble bien connaître. La Syrie maintenant, avec plusieurs explosions ce matin à Damas dans les quartiers sud. Les combats meurtriers sont signalés près d'Alep dans le nord et à travers le pays, il y a eu au moins 135 morts, dont 77 civils. S'agissant maintenant des blessés, il devient très difficile de prodiguer des soins. Illustration à Deir ez-Zor, une ville assiégée. Suivez. Allahu Akbar. La menace vient du ciel. Tous les jours, des MiG de l'armée régulière bombardent Deir ez-Zor. Seigneur, aide-nous, dit l'homme qui filme. Aide-nous à triompher contre Bachar. Partout, des maisons en flammes. Partout, la même impuissance des habitants face aux avions du régime. Un brancard abandonné devant l'hôpital. Pas d'ambulance ni d'infirmière. Presque tout le personnel soignant a fui la ville. Cet enfer, Patrick Wieland l'a approché. Fin novembre, ce coordinateur de Médecins sans frontières s'est infiltré depuis la Turquie. Il reste 4 médecins dans la ville qui s'occupent des patients. Ils sont épuisés. Cela fait des mois qu'ils travaillent sans être remplacés. Un bloc opératoire sommaire, pas de morphine ni d'antibiotiques, et un hôpital qui, comme beaucoup d'autres en Syrie, est délibérément pris pour cible. Un médecin que nous avons rencontré dans l'un des hôpitaux nous a dit qu'ils avaient reçu 300 blessés la semaine précédant notre arrivée. Et sur ces 300, seuls 40 ont été transférés en Turquie. MSF demande un cessez-le-feu pour évacuer les blessés. Plusieurs dizaines de milliers de personnes seraient encore piégées à Deir ez-Zor, principalement celles qui n'ont pas pu fuir, les pauvres et les personnes âgées. Fini cette édition d'information, mais avant de la refermer, je vous fais lecture de ce communiqué du GOA portant remerciement à propos de la journée d'assainissement du marché de Madina datant du samedi 1er décembre 2012. Le communiqué lui-même date du 6 décembre dernier. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires GOA en abrégé remercie tous les membres de la section GOA de Madina de tous les secteurs, la population de Madina Marché, la direction générale et tous les travailleurs d'Ecobank, la direction de Topaz, d'Orange, de BAMG, de BSIG, de la mairie de Matam, le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis, le ministre de l'élevage, le ministre de l'environnement et les cadres qui l'ont représenté. En effet, tous se sont mobilisés et n'ont ménagé aucun effort ni leur temps si précieux pour le nettoyage, la collecte des ordures ainsi que leur ramassage. Au nom de l'ensemble des opérateurs économiques du GOA, je les remercie vivement pour cette mobilisation. À noter que le GOA souhaite que le dernier samedi de chaque mois, qu'il y ait un assainissement dans un endroit bien indiqué. Ainsi s'achève cette édition d'information que vous pouvez également retrouver sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Dixine.